Bonjour. Vous avez sûrement entendu le Premier ministre Édouard Philippe dire le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition. Et la question que j'aimerais traiter dans cette vidéo, c'est de savoir qui a la légitimité pour définir les conditions d'exercice du référendum d'initiative citoyenne. Ma thèse va être que c'est le peuple lui-même qui a cette légitimité. Dans une démocratie, ce n'est pas aux élus de fixer les limites du pouvoir du peuple. Alors, cette thèse, vous remarquez l'analogie avec la formulation de Étienne Chouard qui dit ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et là, il y a une ressemblance qui n'est pas seulement formelle, mais qui est au niveau même du contenu, parce qu'au fond, c'est la même idée. L'idée que bien le peuple va nécessairement avoir besoin de représentants et qu'il va falloir définir la limite entre définir le pouvoir de ses représentants. Et, et ça doit pas être les représentants eux-mêmes qui définissent leur pouvoir, c'est au fond ce que dit Étienne Chouard, mais c'est pas, du même coup, cette frontière est aussi ce qui limite le pouvoir du peuple. C'est-à-dire si on dit, voilà, ça c'est les élus qui ont tel pouvoir, ben, c'est les élus et c'est pas le peuple. Donc cette limite aussi, qui est aussi la limite du pouvoir du peuple, ne doit pas être non plus fixée par les élus, mais par le peuple lui-même, dans une démocratie, c'est-à-dire dans un système où le peuple, le démos, a le pouvoir, le kratos. C'est pourquoi je définis la démocratie ainsi comme étant le système dans lequel le peuple dispose du pouvoir ultime de fixer justement cette limite. Dans les circonstances actuelles, avec justement cette revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, et puis la question de savoir qui a le droit de définir ces modalités, ben là on voit que c'est vraiment le cœur de la démocratie. C'est-à-dire que dans un système dans lequel c'est les élus qui peuvent décider quelles sont les modalités du RIC, un tel système n'est pas une démocratie. Le peuple ne dispose pas vraiment du pouvoir, c'est les élus qui ont vraiment le pouvoir. Par contre, si c'était le peuple qui pouvait lui-même définir les modalités du RIC, alors là, on pourrait dire c'est lui qui dispose du pouvoir ultime. Donc, la démocratie est le système dans lequel le peuple dispose du pouvoir ultime de décider euh, qui a tel ou tel pouvoir, ou quel est son propre pouvoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la France est très très loin de ce système, est très très loin de la démocratie, n'est pas une démocratie. Et on le voit très bien sur cette question des modalités du RIC, puisque le peuple ne peut pas décider lui-même de ses modalités d'un point de vue purement légal. Euh, mais ça va plus loin que ça, en fait. Si vous regardez la Constitution française, notamment l'article 89 sur la révision de la Constitution, vous voyez que les élus peuvent modifier la Constitution sans référendum populaire, donc sans passer par le peuple. Donc la façon dont ça peut arriver, c'est que le président réunit le Congrès. Le Congrès, c'est l'Assemblée et le Sénat réunis. Il réunit le Congrès et s'il lui propose une réforme de la Constitution et si plus de 3/5 du Congrès accepte cette réforme constitutionnelle, eh bien elle est adoptée, elle entre en vigueur sans que le peuple ait eu le moindre mot à dire sur le sujet. Et donc c'est vraiment un pouvoir énorme de la part des élus. À la limite, du point de vue strictement légal, il pourrait aller très très loin dans la réforme de la Constitution. C'est quasiment sans limite à quel point il pourrait modifier la Constitution sans que le peuple ait le moindre mot à dire. Euh, alors on m'objectera qu'il y a une ligne dans cet article 89 qui dit que mais la France doit rester une république. C'est vrai,
Mais même avec cette ligne, ça laisse déjà un énorme pouvoir aux élus. Et puis en plus, si vous regardez cette ligne, c'est quand même pas très très clair ce que c'est qu'une république. Et je donnerai juste un exemple, mais on pourra en donner d'autres, mais je donnerai juste un exemple. La première République française, il y avait non seulement les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais même parmi les hommes, il y avait un suffrage censitaire. Donc tous les hommes n'avaient pas le droit de vote, seulement ceux qui étaient suffisamment riches. Et il y avait donc une république avec suffrage censitaire. Donc le suffrage censitaire est compatible avec la république. Donc cette ligne qui se trouve au fond de l'article 89 n'empêche pas l'introduction, par exemple, d'un suffrage censitaire. Ou autre, au lieu de faire une limite sur l'argent, on pourrait faire une limite d'après les diplômes, par exemple. Vous entendez de plus en plus ces temps-ci entendre dire que le peuple est trop bête, qu'il ne peut quand même pas voter sur des sujets, c'est trop compliqué pour lui. Mais bon, il élit quand même le président, et puis à l'élection présidentielle, par exemple au deuxième tour, vous avez le choix entre deux candidats, et donc deux programmes présidentiels avec des tas de sujets de chaque côté. Et, eh bien, on peut se demander si ceux qui estiment que sur un seul sujet, après un débat public, le peuple n'est pas capable de voter sur un seul sujet, on peut se demander s'ils pensent que le peuple est réellement capable d'élire le président, ou il faut comparer simultanément deux programmes sur des multitudes de sujets. Donc finalement, dans cette logique-là du peuple est trop bête, on pourrait tout aussi bien arriver à la conclusion qu'il est aussi trop bête, non seulement pour le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi pour élire le président. Et à ce moment, on pourrait imaginer une réforme constitutionnelle qui veille à ce que les gens trop bêtes ne puissent pas élire, donc qui demande, disons, le bac pour avoir le droit de vote. Ou bien, comme les problèmes d'un État moderne sont vraiment très complexes, on pourrait même demander d'avoir un doctorat pour avoir le droit de vote. Et, et alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que les élus veulent faire, mais ce que je veux juste souligner, c'est que à quel point leur pouvoir est grand. C'est-à-dire que juridiquement, légalement, ils pourraient le faire. Le président pourrait dire on modifie la Constitution pour dire que seuls ceux qui ont le doctorat ont le droit de vote. Et puis si les 3/5 du Congrès l'acceptent, eh bien ça entrerait en vigueur et le peuple n'aurait strictement rien à dire. Donc juridiquement, ils ont ce pouvoir jusqu'à ce niveau-là. Alors évidemment, c'est une vision très juridique parce que si d'aventure les élus voulaient faire quelque chose comme ça, il y aurait beaucoup plus de gilets jaunes dans la rue. Et puis il y aurait une insurrection. Donc, le peuple n'a peut-être pas le pouvoir légal, juridique d'interdire, d'empêcher les élus de faire ça au cas où ils voudraient le faire, mais il a le pouvoir illégal, insurrectionnel, de les empêcher de le faire. Mais le point que je veux faire ici, c'est que du point de vue strictement juridique et légal, les élus ont actuellement en France vraiment un énorme pouvoir. Et c'est très important, même si ce pouvoir peut être limité par une insurrection populaire. Premièrement, c'est que les choses hyper graves du genre, ce que je viens de dire tout à l'heure, qui pourrait générer une insurrection populaire, et que ça laisse quand même, avant d'arriver à l'insurrection populaire, ça laisse quand même une marge de manœuvre énorme aux élus. Et puis, le deuxième point, c'est qu'une insurrection populaire, c'est quand même de la violence, ça fait des morts, ça fait des blessés. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Un système doit pouvoir fonctionner sans insurrection populaire. Disons, le principe même de la démocratie, c'est que le peuple puisse faire valoir sa volonté sans insurrection. Les insurrections, dans tous les régimes, il y a une possibilité d'insurrection.
populaire. Mais ce qu'il y a de particulier avec le régime démocratique, c'est que le peuple n'a pas besoin de faire une insurrection populaire parce qu'il a légalement, juridiquement lui-même le pouvoir de faire valoir sa volonté. Parce qu'il dispose justement de ce pouvoir ultime de définir quel pouvoir il se donne. Donc ayant ce pouvoir ultime, s'il veut plus de pouvoir, ben, il peut se le donner, et puis il peut se donner et imposer aux élus ce qu'il veut. Dans le reste de cette vidéo, j'aimerais aborder deux objections qu'on peut faire à l'idée que c'est le peuple lui-même qui doit définir les modalités du référendum d'initiative plutôt que les élus. Ces deux objections, c'est que finalement c'est fixé par la Constitution de la Ve République que c'est les élus qui ont le pouvoir de modifier la Constitution. Et cette Constitution de la Ve République a été approuvée en votation populaire par le peuple. Ça, c'est un premier argument pour dire qu'au fond, les élus ont la légitimité. Et le deuxième argument, c'est de dire qu'ils ont été élus par le peuple, justement, et que donc ça leur donne aussi la légitimité pour décider des modalités du référendum d'initiative citoyenne. Donc, je vais répondre à ces deux arguments-là, et ensuite, je vais répondre à trois arguments contre ma définition de démocratie. Ces trois arguments sont que, premièrement, ce n'est pas conforme au sens actuel du mot démocratie, qui est simplement un régime dans lequel il y a des élections. Deuxième argument, là, bah, ça reviendra à dire que la France est comme la Corée du Nord, donc c'est forcément une définition fausse. Et le troisième argument, c'est que si on prend une définition aussi stricte, la démocratie comme étant le système où le peuple a le pouvoir, eh bien, il n'y a aucun pays qui n'est démocratique sur cette planète. Alors la France n'est peut-être pas une démocratie, mais il n'y a simplement aucune démocratie possible sur cette planète. Donc ça, c'est les trois arguments contre ma définition de démocratie. Mais je commence par les deux premiers sur les modalités du RIC. Alors, la Constitution de la Ve République a effectivement été adoptée en votation populaire par le peuple français. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le peuple avait juste le choix entre accepter cette Constitution de la Ve République ou bien rester avec l'ancienne. Donc il avait le choix entre deux constitutions, c'était vraiment très global. Et puis il n'a pas pu dire, oui, non, l'article 89, là, qui permet au président de convoquer le Congrès et de faire passer comme ça une modification de la Constitution sans votation populaire, ça ne nous plaît pas, ça on ne veut pas. Le peuple n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur l'article 89 parce que c'était simplement toute la Constitution comparée à toute la Constitution qui précédait avant. C'est une bonne chose que le général de Gaulle ait soumis en votation populaire sa nouvelle Constitution. C'est une bonne chose, ça aurait été pire s'il ne l'avait pas fait. Mais on ne peut pas en déduire que ça donne légitimité à chaque article de cette Constitution, parce que le peuple n'a simplement pas pu se prononcer sur chaque article. Alors que on peut imaginer de modifier la Constitution article par article et puis de soumettre chaque modification de la Constitution au vote populaire. Donc ça serait techniquement possible de permettre au peuple de décider sur chaque sujet dans la Constitution. Donc le fait que le peuple ait approuvé la Constitution de la Ve République signifie simplement qu'il préférait celle-là que la Constitution de la Quatrième République, mais ça ne signifie pas que chaque article de cette Constitution a reçu spécifiquement l'approbation du peuple, et donc les élus abusent quand ils disent simplement, voilà, il y a cette Constitution de la Ve République qui me donne ce pouvoir, notamment de voir si de décider s'il y a un référendum d'initiative citoyenne ou pas, et puis si, dans ma grande bonté,
ou sous la pression de la rue, j'accepte quand même qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne, moi, c'est quand même moi, l'élu, qui ait le pouvoir d'en définir ces modalités, qui ait la légitimité. Euh, donc ça, c'est contestable pour la raison que je viens de dire. Puis le deuxième point, celui que ces élus ont quand même été élus, eh bien, l'exemple du RIC est vraiment très parlant. C'est-à-dire que les représentants ne représentent pas toujours le peuple. Pour ce qui est du RIC, on voit que les élus en très large majorité ne veulent pas du RIC. Et puis le peuple en large majorité veut le RIC. D'après les sondages, 80% des Français veulent le RIC. Alors évidemment, un sondage n'est pas un référendum. Et ça serait souhaitable qu'il y ait un référendum pour savoir est-ce que les Français veulent le RIC ou pas. Et ensuite, aussi, et d'un coup, aussi des référendums pour en fixer les modalités. Mais donc il n'y a pas un sondage n'est pas un référendum, mais disons ce qu'on a de mieux en France actuellement, c'est un sondage, et puis les sondages, eh bien, ils disent que le peuple veut le RIC, et puis on voit que les élus, eux, ne le veulent pas. Donc on voit qu'il peut tout à fait y avoir une grande différence entre les représentants et les représentés, que les représentants ne représentent pas toujours les représentés. Et l'exemple même du RIC montre que ce fossé peut exister, et que c'est pas simplement parce que les élus ont été élus par le peuple que nécessairement ils vont représenter le peuple. Et puis on voit bien pourquoi, parce que finalement, lorsque le peuple élit par exemple un président, pensez à la dernière présidentielle, il y avait au second tour Macron contre Le Pen. Quand les gens ont voté pour Macron, ils n'étaient pas forcément d'accord avec chaque point de son programme. Donc Macron, il ne peut pas venir derrière en disant j'ai été élu, donc chaque point de mon programme a été accepté par le peuple. Simplement, ils avaient le choix entre deux options, et puis c'était l'une ou l'autre, il n'y avait vraiment pas de choix dans le détail. Et puis, ils ont choisi l'un des deux. Et, et, et c'est pas du tout garanti que celui qu'ils ont choisi nécessairement les représente. Et s'ils avaient choisi l'autre, ce ne serait pas garanti non plus que l'autre candidat les ait représentés, parce que simplement, c'est jamais garanti que les élus représentent toujours le peuple, et c'est pourquoi c'est important que le peuple puisse exprimer sujet par sujet, et pas seulement élire des représentants. Donc, voilà, le deuxième argument n'est pas valable. Le fait que les élus ont été élus justement par le peuple ne leur donne pas légitimité pour décider à la place du peuple s'il doit y avoir un référendum d'initiative citoyenne, et puis, le cas échéant, quelles doivent être les modalités de ce référendum d'initiative citoyenne. Alors là, je pars de l'idée que c'est maintenant établi que c'est le peuple qui a la légitimité pour définir les modalités du référendum d'initiative citoyenne. Et je passe maintenant aux trois objections sur la définition de démocratie en tant que régime dans lequel le peuple dispose du pouvoir actif de décider quel est son pouvoir. Et alors la première objection, c'est que ça ne correspond pas à la notion habituelle de démocratie. En principe, on entend par démocratie un régime où il y a des élections. Donc la France est très clairement dans ce sens à la démocratie, puisqu'il y a des élections. C'est des élections en plus qui doivent être avec liberté d'expression, avec des candidats de différents partis qui puissent être candidats. Donc la France, dans ce sens-là, est très clairement une démocratie, et c'est le sens courant adopté actuellement. Seulement, il faut bien voir que ce sens courant adopté actuellement n'est pas le sens véritable de démocratie. Et là, je suis pas juste en train de dire c'est pas le sens que j'aimerais donner à la démocratie, mais simplement c'est pas le sens authentique de la démocratie, c'est pas le sens qu'il avait au départ. Et ce qui est chouette avec le langage, c'est que on voit avec les racines des mots, on voit ce que les mots signifiaient, en tout cas initialement. Démocratie, ça vient de démos qui veut dire peuple et de kratos qui veut dire pouvoir.
Donc on voit très bien qu'initialement, au moment où le mot a été forgé, ça signifiait le régime où le peuple a le pouvoir. Et pas simplement où il élit ses maîtres périodiquement, mais le régime où le peuple a le pouvoir. Et ça, c'était le sens dans la Grèce antique, mais ça a continué encore ensuite très très longtemps à conserver ce sens. Pendant la Révolution française, par exemple, Sieyès, à l'Assemblée nationale, s'écriait que la France n'est pas une démocratie, c'est un régime représentatif. Donc il faisait très clairement la différence entre la démocratie d'un côté et le régime représentatif de l'autre. Donc ça, à l'origine et pendant la plupart de son existence, ce mot n'a pas signifié le régime où il y a des élections, mais a signifié le régime où le peuple a le pouvoir. Et ensuite, à un moment donné, ça a changé de sens. C'est devenu simplement le régime dans lequel le peuple a élit ses représentants. Et ce changement de sens, on voit qu'il est très profitable à ceux qui veulent conserver pour eux-mêmes le pouvoir et ne voudraient surtout pas que ce soit le peuple qui ait le pouvoir. Et quelque part, je ne sais pas si c'était une astuce machiavélique de certains, ou bien si simplement ça s'est produit comme ça, mais le résultat final est que nous avons perdu le mot démocratie, qui maintenant signifie autre chose que ce qu'il a signifié dès son origine et pendant la plupart de son existence. Et ça, c'est très gênant, on n'a plus le mot pour dire le régime qu'on aimerait avoir. Alors, quand on communique, c'est très gênant parce que dès qu'on parle de démocratie, il y a tout de suite une confusion. Si on dit par exemple la France n'est pas une démocratie, les gens vont dire ouais, non, mais vous venez d'où? Vous venez de la Lune, vous êtes un crétin. Vous savez, la France est très clairement une démocratie, mais c'est parce que le mot nous a été volé. C'est parfaitement légitime de notre part de vouloir se le réapproprier parce que c'est absolument essentiel pour pouvoir communiquer. Pour pouvoir parler du régime qu'on veut, de cette démocratie, il faut qu'on ait ce mot. Et non seulement on l'a pas, non seulement on nous l'a volé, mais ce mot a été utilisé, a été changé de son sens. Il n'a pas simplement été détruit, son sens a été modifié pour désigner un régime qui est très différent de la démocratie. Et ce qui fait que non seulement on n'a pas le mot pour parler du régime qu'on voudrait, mais le premier mot qu'on a envie d'utiliser pour le faire, ça désigne en réalité un régime très différent. Et, bon, il y a des gens qui vont plus loin que moi, comme Franck Lepage, qui dit que on a besoin des mots pour penser, que quand on n'a pas le mot, on ne peut pas non plus penser la chose. Alors évidemment, si Franck Lepage a raison, alors c'est encore plus grave, parce que c'est plus seulement un problème pour communiquer, mais c'est un problème même pour penser. Alors, personnellement, je pense qu'on peut penser sans avoir le mot, on peut penser la chose sans avoir le mot, et donc je trouve que c'est un peu moins grave que ce qu'estime Franck Lepage, mais ça reste quand même très très grave, très très pénalisant pour les démocrates de ne pas pouvoir parler du régime qu'ils veulent, parce que le mot a été détourné de son sens. Donc, premier argument, ce n'est pas le sens habituel du mot démocratie, eh bien ça c'est pas un argument parce que le sens habituel est un faux sens, c'est un non-sens, c'est un contresens, n'est pas le sens véritable du mot démocratie. Le deuxième argument contre cette définition de démocratie, c'est de dire oui, mais ça met dans le même panier la Corée du Nord et la France. Et donc, comme ils sont quand même très différents, ça veut dire que ce sens du mot démocratie, il est quand même très faux. Et cet argument est fallacieux parce que le mot démocratie, c'est justement pour définir ce régime où le peuple a le pouvoir, mais ça ne veut pas dire que tous les régimes où le peuple n'a pas le pouvoir, que tous ces régimes-là sont identiques. Donc, en disant que la France n'est pas une démocratie, on ne dit pas que c'est la même chose que la Corée du Nord.
Donc, et on voit pourquoi ça peut être très différent. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, euh, en France, ben, ils accordent beaucoup plus de pouvoir au peuple qu'en Corée du Nord. Donc dans les deux systèmes, ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir, mais il y a d'énormes différences entre la Corée du Nord d'un côté et la France de l'autre, euh, parce que ceux qui ont le pouvoir accordent beaucoup plus de pouvoir au peuple en France qu'en Corée du Nord. Donc, quand je dis que la France n'est pas une démocratie, ça ne veut absolument pas dire que la France est la même chose que la Corée du Nord. Il y a tout un degré, on pourrait dire qu'il y a tout un degré, on peut être plus ou moins démocratique, et que c'est une sorte de continuum. Parmi les pays non démocratiques, il y en a qui sont plus ou qui sont moins. Enfin, il y a la démocratie, et puis ensuite vous pouvez être plus ou moins éloigné de cette démocratie. En n'étant pas démocratique, en étant en dehors de la démocratie, vous pouvez être en dehors, mais être plus ou moins loin de la démocratie. D'après le nombre de changements qu'il faudrait faire pour devenir une démocratie. En Corée du Nord, il faudrait changer beaucoup de choses pour que ça devienne une démocratie. En France, il suffirait d'introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne qui permette au peuple et uniquement au peuple de modifier la Constitution. Et déjà ça, simplement cette version assez minimaliste du RIC, si on compare à ce que revendiquent les Gilets jaunes, déjà ça ferait de la France une démocratie. Donc la France est beaucoup plus proche d'une démocratie que ne l'est la Corée du Nord. Donc ce deuxième argument de dire on met dans le même panier la France et la Corée du Nord, il est simplement faux. Et j'arrive maintenant au troisième argument. Le troisième argument est de dire, si on prend une définition aussi stricte de la démocratie, eh bien certes, la France n'est pas une démocratie, mais en fait, il n'y a aucun pays qui est une démocratie sur cette planète. La démocratie est simplement un idéal inatteignable. Et, et cette objection se repose sur l'idée que la démocratie, c'est le régime où le peuple prendrait toutes les décisions. Or, vous avez remarqué que j'ai défini la démocratie comme le régime dans lequel le peuple dispose du pouvoir ultime, et pas dans lequel le peuple prend toutes les décisions. Parce que simplement les citoyennes et les citoyens n'ont pas le temps de prendre eux-mêmes toutes les décisions. Et en réalité, personne n'a le temps de prendre toutes les décisions qui doivent être prises dans un État moderne, comme la France, mais même un État plus petit comme la Suisse. Toutes les décisions à prendre, c'est pas possible pour un seul individu de toutes les prendre. Imaginez en France, même Jupiter lui-même n'arriverait pas à prendre toutes les décisions s'il devait prendre toutes les décisions qu'il prend déjà, plus ceux de chacun, prises par chacun de ses ministres, et puis les ministres, ils ont aussi des gens sous eux, et si Jupiter devait lui-même prendre lui-même toutes ces décisions, eh bien, il n'y arriverait pas. En fait, personne n'y arriverait, parce qu'il y a trop de décisions à prendre et qu'il y a 24 heures par jour. Donc, c'est vrai, le peuple n'a pas le pouvoir de faire qu'il n'y ait plus que 24 heures par jour. Mais ça ne veut pas dire qu'une démocratie est impossible. Le peuple n'a pas le pouvoir non plus de changer la loi de la gravitation. Alors on pourrait en déduire, la démocratie étant le régime où le peuple a le pouvoir, et comme le peuple n'a pas le pouvoir de modifier la loi de la gravitation, ça signifie que la démocratie n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais, puisqu'on ne pourra jamais modifier la loi de la gravitation. Et vous voyez que si vous prenez une définition comme ça de la démocratie, simplement c'est quelque chose qui est plus, c'est un concept qui ne permet plus de distinguer entre des pays qui seraient démocratiques et pas démocratiques. Et c'est simplement un non-sens. Il s'agit de définir la démocratie à l'intérieur des choses qui sont physiquement réalisables. Le pouvoir du peuple, mais pas le pouvoir du peuple dans les limites de ce qui est possible. Donc modifier la loi de la gravitation, c'est quelque chose d'impossible.
Et le fait que le peuple ne puisse pas le faire, personne d'autre ne peut non plus le faire. Et le fait que le peuple ne puisse pas le faire, eh bien, c'est pas un argument pour dire que la démocratie est impossible parce que le peuple ne peut pas avoir tout le pouvoir. De même, le fait que le peuple ne puisse pas faire qu'il y ait plus que 24 heures par jour n'est pas un argument pour dire que la démocratie est impossible. Et la définition que j'ai donnée de la démocratie, c'était de toute façon que le peuple dispose du pouvoir ultime. Donc c'est pas une définition selon laquelle le peuple déciderait sur tous les sujets. Donc c'est ce troisième argument que la démocratie est impossible parce que le peuple ne peut pas décider sur tous les sujets. Il est simplement faux. C'est vrai que le peuple ne peut pas décider sur tous les sujets. C'est vrai qu'il va avoir besoin de confier certaines compétences à des représentants, mais ceci n'empêche pas un État d'être démocratique tant que le peuple dispose du pouvoir ultime de décider ce sur quoi il peut décider. Et s'il existe des pays dans lesquels le peuple dispose de ce pouvoir ultime, c'est par exemple la Suisse. Donc il est tout à fait possible sur cette planète d'avoir des pays qui sont démocratiques au sens de cette définition. Le peuple dispose du pouvoir ultime. Donc ce troisième argument est lié aussi invalide. Voilà, j'espère. Je pense pas que je vous ai convaincu que c'était au peuple de définir les modalités du référendum d'initiative citoyenne, parce que si vous n'en étiez pas convaincu dès le départ, vous l'êtes probablement toujours pas maintenant. Mais peut-être que vous voyez plus en détail pourquoi ce n'est pas aux élus de définir les modalités du référendum d'initiative citoyenne et pourquoi, de façon plus générale, ce n'est pas aux élus de fixer les limites du pouvoir du peuple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.